personne est la somme de deux choses. OK? Tu es la somme de ton caractère et tu es la somme de ton tempérament. Le tempérament, il est inné. Dieu te donne un tempérament pour pouvoir, je ne sais pas moi, vaincre la vie, pour pouvoir affronter la vie. Et le caractère, c'est un petit peu la somme de tout ce que tu as vécu, tout ton vécu, ton éducation et tout cela. Ça a été emprunté. Donc, il y a des choses que, bien sûr, on peut améliorer dans le caractère, mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer comme le tempérament. Dans le tempérament, on va distinguer 4 types de tempéraments, d'accord? Donc, on a le tempérament sanguin, dont je fais partie. On a les mélancoliques, d'accord? On a les, comment on appelle ça? Les colériques et les flegmatiques. Ces tempéraments-là ont été donnés par Dieu. Ça ne veut pas dire que tu as toutes les qualités ou tous les défauts du tempérament, mais en général, tu te retrouves dans un tempérament ou dans un autre. Et quand je commençais ma vie de couple, quand je commençais mon mariage, vraiment les 2 premières années étaient assez tumultueuses parce que je n'arrivais pas à comprendre mon mari et il n'arrivait pas à me comprendre non plus. Et donc, un jour, en faisant les recherches, je tombe sur cette histoire des tempéraments et je lis et vraiment, ça nous a aidés. Tous les deux, vraiment, ça nous a sauvés. Alors, je me rends compte, en m'identifiant, que je suis du tempérament sanguin. Ça veut dire que bien que je lisais des livres chrétiens qui parlaient du mariage, il y avait des choses que je n'avais pas acquises, comme cette vérité-là, la vérité sur les tempéraments. Donc, je m'identifie comme quelqu'un de sanguin. Je prends ça et un jour, après, je vais voir mon mari, après avoir fini de lire, et je vais voir mon mari et puis je parle avec lui, puis je dis, ah chérie, est-ce que tu veux savoir ton tempérament un petit peu? Il me dit, oui, bien sûr. Et puis, on regarde ensemble et on détecte aussi son tempérament. Et on a fini par se comprendre. Juste avec cette vérité-là, on a fini par se comprendre. Ensuite, on a poussé un petit peu la recherche, on a parlé aussi du langage de l'amour. Parce que moi, par exemple, comme je disais la semaine passée, je ne suis pas quelqu'un qui suis attaché aux cadeaux. Les cadeaux, c'est pas quelque chose qui ça ne me dit rien. Voilà. Je peux même laisser un cadeau fermé pendant des semaines avant de l'ouvrir. Ce que j'aime, c'est le voyage, c'est de bouger. Donc, dans mon tempérament est un tempérament qui n'aime pas le statu quo. Mon tempérament est un tempérament dont je suis en train déjà de parler des sanguins. Si tu es un sanguin, que tu t'identifies comme moi, tu vas voir, je vais te développer là-dessus et tu vas connaître ta vraie identité et ça va te permettre ça va t'aider à choisir les personnes avec qui tu dois marcher. Donc moi, dans mon tempérament, étant une femme sanguine, je suis une personne qui n'aime pas le statu quo, qui n'aime pas, j'aime le changement. On va résumer ça dans ce sens-là. J'ai besoin de changement. J'ai besoin de changer la décoration de chez moi, j'ai besoin de changer mes vêtements, j'ai besoin de changer de coiffure, j'ai besoin de voyager. Ça, c'est ce qui me plaît, moi. C'est ce qui me fait plaisir. D'accord? Parlons un peu du tempérament sanguin en profondeur. Je vais vous en parler. Donc, j'ai sorti un bon livre qui parle de ça. Je vais vous aider. Le tempérament sanguin est un tempérament qui est bruyant. Vous voyez les gens qui sont un peu actifs, hyperactifs, un peu chaud. Ça, c'est nous, ça. On a un tempérament bruyant. On a aussi des personnes très chaleureuses. Nous, le tempérament sanguin, on n'a pas peur de l'homme. On aime l'homme. On aime aller vers les gens. On peut commencer une conversation avec n'importe qui sur n'importe quoi et on se sent à l'aise. Moi, je ne suis pas une fille timide. Jamais de la vie, je ne l'ai jamais été. Je ne suis pas une timide. Si je fais la timide, c'est que je fais semblant. Ou alors, je suis en train d'observer mon environnement. Donc, on est des personnes chaleureuses qui aiment les autres. On aime aller vers les autres. On aime bavarder. On aime danser. On aime la fête. Un tempérament amical. Un tempérament gai. Un tempérament extroverti. Ou bien extraverti. Voilà. Donc, le sanguin, c'est pas quelqu'un qui va penser quelque chose et puis qui va être hypocrite envers toi. Il va te dire ce qu'il pense. Donc là, ça commence déjà. OK? Ça commence déjà parce que le sanguin ne compte pas sur lui pour te faire croire quelque chose qui n'est pas. Le sanguin va toujours te dire l'heure juste. Il va te dire, voilà, moi ça, je n'aime pas ça, ça, je n'ai pas apprécié. Et il n'a pas peur de te le dire. Ça, c'est le sanguin. Le sanguin est bavard. Il est enthousiaste. Le sanguin ne se décourage pas. Moi, je dis toujours,
Dans la vie, je me donne 3 secondes de découragement. 3 secondes. Quand je compte jusqu'à 3, c'est fini le découragement. Donc, je peux être découragé. Ah, mais j'ai besoin de fonds pour faire tel projet, tel projet. Quand j'ai fini de faire 1, 2, 3, c'est bon, je ne suis plus découragée. Là, je commence à chercher la solution pour trouver l'argent pour faire mon projet. Ça, c'est le sanguin. Le sanguin aime, il n'a pas peur d'aller à l'aventure. Il n'a pas peur d'aller dans un pays, de découvrir. Le sanguin s'adapte vite, c'est un caméléon. Moi, tu me mets au milieu des Camerounais, je mange leur nourriture, je prends leur accent en 2 secondes. Je ne fais pas exprès. Tu me mets au milieu des Québécois, c'est pareil. Je suis comme à ma place. C'est-à-dire, je ne fais pas tâche. Je suis à ma place. D'accord? Ça, c'est le tempérament des sanguins, comme des caméléons. Les sanguins aiment la communication. D'accord? Ils aiment la communication. Donc, tu vas voir tout ce qui est métier ou profession où on communique, où on est de l'avant. Que ce soit dans le stylisme, que ce soit dans le journalisme, des choses comme ça, le sanguin, il aime ça. Ou la politique, le sanguin, il aime ces choses-là. Maintenant, les faiblesses du sanguin. Les faiblesses du sanguin, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'action. Donc, dans les faiblesses du sanguin, il peut des fois manquer de discipline. Le sanguin aussi a tendance à exagérer les choses. Donc, si le sanguin, tu l'as provoqué comme ça, attention, parce que comme il est quelqu'un de très excité, il peut voir comme si tu en as fait des tonnes, alors que c'est un petit truc que tu as fait. Ça, c'est notre défaut, ça. Donc, si tu as une femme sanguine à la maison, que tu vois, tu te dis, mais attends, mais je dis quoi même? Et puis, elle est énervée comme ça, mais elle est en colère. C'est le sanguin. Rappelez-vous, le sanguin, son sang tourne vite. Son sang tourne vite. D'accord? Le sanguin est souvent désordonné. Donc, si tu remarques que ton épouse est désordonnée. Bon, moi, j'ai travaillé dessus parce que j'ai un mari tellement ordonné que je ne pouvais pas être désordonnée. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Être désordonnée a tendance à ne pas savoir. Le sanguin, bon, par exemple, moi, si tu rentres chez moi, ce n'est pas désorganisé. Mais par exemple, si tu me demandes où est tel papier, en tout cas, je commence à réfléchir. Je dis, bon, le papier là, ça peut me prendre 2 jours, 3 jours avant de me rappeler où se trouve le papier. Ça, c'est le sanguin. Le sanguin a un tempérament enflammé. On l'énerve vite. Même s'il aime les gens, il aime être au milieu des gens, mais il ne faut pas trop le provoquer. Parce que quand il s'énerve et c'est exagéré. Donc, ton mari, un petit truc seulement, il s'énerve. Attention, soit c'est un sanguin, soit c'est un colérique. Le sanguin, bon, d'après ce livre, je ne dis pas que c'est vrai parce que je trouve que ce n'est pas vrai, mais bon. Le sanguin a tendance plus à être plus infidèle que les autres. C'est ce que disent les psychologues. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Parce que le sanguin, comme il aime les nouveautés, il aime les nouvelles choses, souvent, bon, la nouvelle fille qui passe à côté là, ça lui plaît un petit peu. Donc, il a tendance à être un peu infidèle. Donc, faites attention à ça. Tu as un mari qui est sanguin, il faut le surveiller. Tu as une femme qui est sanguine, il faut la surveiller parce que, mon cher, bon. Au niveau des finances, le sanguin est très généreux. Ça, c'est nous. Très généreux. Le sanguin, quand il a de l'argent, il partage, il donne. Et le sanguin aime l'abondance. Le sanguin aime la richesse. Le sanguin il aime bien vivre. Le sanguin aime manger correctement. Il aime les bons plats. Il aime les beaux restaurants. Il aime les beaux hôtels. Il aime les beaux vêtements. Le sanguin aime se saper. Le sanguin, il aime tout ce qui est beau et il a la vision du beau. C'est-à-dire quand quelque chose est mal agencé, tu es habillé un peu bizarrement, le sanguin peut te dire, ah, ton habit aujourd'hui là, c'est un peu bizarre. Hein? Donc le sanguin est quelqu'un qui aime vraiment tout ce qui est très beau, tout ce qui est joli à voir. D'accord? Au niveau de la spiritualité, le sanguin, bien qu'il soit quelqu'un de très spirituel, il a besoin de plus d'organisation. D'accord? Le sanguin est une personne qui, au niveau de l'engagement, il faut vraiment que la chose lui tienne à cœur pour qu'il s'engage. Parce que si le sanguin n'a pas envie de faire quelque chose, il ne va pas le faire. Comme moi, quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, vraiment, je traîne les pas. C'est-à-dire, je vais le faire peut-être, pas parce que j'ai peur de dire non, par respect peut-être pour la personne qui me le demande, que ce soit peut-être mon mari ou bien mes parents,
Mais vraiment, je le fais avec énormément de difficultés. Donc, si tu vois que tu demandes quelque chose au sanguin, de faire quelque chose au sanguin et il veut pas, il traîne les pas, parce que le sanguin n'est pas quelqu'un qui traîne les pas. C'est quelqu'un qui réagit très vite, mais il traîne les pas pour le faire, il trouve des arguments, c'est parce qu'il n'a pas envie de le faire. Donc, trouve quelqu'un d'autre pour le faire. Quand tu connais les tempéraments, même dans ton entreprise, parce que moi, avant d'engager un employé pour travailler avec moi, même avec le visage, j'arrive à détecter les tempéraments. Je vous explique. Comment tu reconnais le sanguin? Le sanguin a souvent le visage rond. On est souvent joufflu. Et le sanguin a souvent une petite bedaine, un petit ventre. Donc, même si le sanguin est mince, il y a toujours un petit ventre qui traîne là, un petit ventre. Parce que le sanguin est un mangeur. C'est un mangeur. Donc, il a des attributs qu'il faut qu'on ne peut pas cacher le fait qu'il aime manger, les joues et le petit ventre. Donc, même tes adolescents, tes enfants à la maison commencent à remarquer comment ils sont. Parce que ça va t'aider à pouvoir vraiment gérer ta relation de famille, tes relations professionnelles et bien sûr ton mariage. Alors, dans la Bible, quel est l'exemple de personne sanguine qu'on a? On a Moïse. Quand tu regardes la vie de Moïse, Moïse est totalement une personne sanguine. Ça veut dire que Moïse, un jour, il est là, il se balade. Il voit qu'un Égyptien est en train de frapper les Israélites. Et ce jour-là, Moïse est tellement énervé parce que je vous ai dit, le sanguin a du mal à se maîtriser. Donc, il est en train de frapper l'Égyptien jusqu'à le tuer, quand même. Sanguin, faites attention. Faisons attention. C'est pour ça que moi, en tout cas, dans ma jeunesse, j'ai aimé les arts martiaux parce que ça te permet de te canaliser. Donc, je faisais un peu de judo et tout ça. Je faisais du sport pour me canaliser parce que le sanguin, quand il s'énerve trop, il peut faire vraiment des grosses bêtises. Moïse a frappé cet homme-là jusqu'à le tuer. Quand même, c'est exagéré. Et quand vous regardez Moïse, après ça, dans le désert, quand vous regardez sa vie, un jour, il s'énerve contre les Israélites. Le rocher que Dieu lui a dit de ne pas taper, Moïse s'en va encore taper ce rocher-là. Il s'en va taper ce rocher-là et ça l'empêche, à cause de sa colère, ça l'empêche de rentrer dans Canaan. Donc, sanguin, on peut rater le ciel comme ça à cause de notre sang qui tourne trop vite. Ce qui nous calme, la parole de Dieu, ça nous calme. Le sport, ça nous calme. Amen. Tu as un mari sanguin à la maison, ne le provoque pas trop. Parce que tu ne sais pas à quel moment il va s'énerver. Parce que des fois, le sanguin peut ne pas s'énerver. Moi, il y a des fois, je peux ne pas m'énerver et puis je suis là. Mais il y a des fois aussi, quand je m'énerve, c'est exagéré, c'est trop. D'accord? C'est trop, je suis vraiment fâchée. Et là, pour me défâcher, comme disent mes enfants, pour me défâcher, ça va me prendre du temps. Mais l'avantage du sanguin, c'est que le sanguin n'est pas rancunier. Mais le sanguin, comme il sait qui il est, il y a des gens avec qui il n'aime pas traîner. Le sanguin n'aime pas les colériques. Mais parce qu'ils sont comme lui. Parce que le colérique ressemble au sanguin. Quand on va analyser le colérique tout à l'heure, vous allez voir qu'il ressemble au sanguin. Mais lui, vraiment, lui et le sanguin, ça ne va pas ensemble. Donc, tu es fiancé et tu es une femme sanguine, tu t'es identifiée comme une femme sanguine ou un homme sanguin, ne va pas prendre le colérique. C'est comme un mariage de bété et puis de bourreau. Ça peut prendre feu facilement. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, faites attention. Alors, donc, il n'aime pas trop marcher avec les colériques. Le flegmatique, à cause du fait que le flegmatique soit un peu paresseux, un peu lent, ça ne plaît pas au sanguin. Mais le sanguin adore les mélancoliques. Parce que le mélancolique, c'est son contraire. Comme moi, mon époux, c'est un mélancolique. Parce que c'est mon contraire. Là où je suis excitée, trop chaude, il est calme. On va parler du mélancolique. Donc, je vais prendre parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas retenir dans la tête. Donc, je vais vous parler un peu du mélancolique avant le colérique. Alors, le mélancolique, c'est quelqu'un de minutieux. Bon, quand tu regardes le sanguin, lui, c'est la généralité qui lui importe. Mais le mélancolique, ton mari mélancolique ou ta femme mélancolique est minutieuse. C'est-à-dire que tu vas demander à un mélancolique aujourd'hui où se trouve tel papier. Il va te dire, ça se trouve là,
dans le tiroir de gauche, dans la pochette jaune. En temps, le sanguin, même, il ne sait même plus même où il a mis la pochette jaune. Donc, le mélancolique, lui, il sait. Il sait comment il va ranger ses montres. Il range ses chaussures. Il range ses cravates. Il range ses vêtements. Tout ce qui est important, il le range par ordre d'importance. D'accord? Le mélancolique est quelqu'un qui n'est pas très, très bavard, mais qui va observer beaucoup. Il arrive à une fête. Il n'est pas comme le sanguin. Le sanguin, quand il arrive à la fête, tout le monde sait qu'il est à la fête. C'est lui qui va commencer à danser, à faire le show, à faire rire tout le monde, à raconter des blagues. Mais le mélancolique est dans son coin, il se cache, il se retire, il va marcher un peu dehors, il est sur son téléphone, Ça, c'est le mélancolique. Tu l'observes déjà, si tu es sanguine, ou bien tu es sanguin, que tu as une fête, tu n'es pas encore marié, fonce sur lui, parce que sanguin et mélancolique, ça va bien ensemble. Donc va vers cette personne-là. Va vers cette personne parce que vous allez faire un bon mariage. Vous allez être heureux ensemble. Parce que vous êtes différents. Le mélancolique est un homme ou une femme très sensible, exagérément sensible. Quand tu as dit quelque chose au mélancolique, ça lui fait mal. Aïe. Et le sanguin, il va te dire ce qu'il pense. Alors que quand tu es un sanguin, que tu dis ce qu'il pense, que ce que tu penses au mélancolique, ça va le blesser. Le mélancolique est très gentil, mais très rancunier. Très rancunier. Tu lui as dit quelque chose qui lui fait mal, il va bouder, il va pas manger, il va pas, vraiment, il va te montrer que tu lui as fait quelque chose de mal, quoi. Ça, c'est le mélancolique. Les mélancoliques, quand tu regardes leur visage, donc je vous ai dit, quand moi je prends des gens en entrevue ici, je regarde bien. Le mélancolique, son visage, il ne grossit jamais du visage. Il n'est jamais joufflu. Son visage est toujours plus mince. Ses joues sont toujours un peu rentrées. Parce que c'est quelqu'un qui broie ses émotions, qui garde tout à l'intérieur. Donc ça fait que même pour grossir, ils ont du mal. Les mélancoliques ont du mal à grossir, ils ont du mal à prendre du poids. Vous comprenez? Donc si tu es quelqu'un, tu ne grossis jamais, on te voit toujours, depuis que tu as 20 ans jusqu'à ce que tu as 50 ans, on ne dirait même pas que tu as pris 5 kilos, tu as pris 2 kilos. En général, ça, c'est les mélancoliques. Ils ne deviennent jamais très, très gros physiquement. D'accord? Ça peut arriver, mais c'est une généralité que je vous donne. Le mélancolique aime tout ce qui est artistique. Alors, les peintures, la musique, les grands artistes, la plupart des grands artistes que vous trouvez sur cette terre sont des mélancoliques. La plupart des grands musiciens, la plupart des sportifs que vous trouvez, tous ceux qui ont rapport avec l'art, ça ne veut pas dire que si tu n'es pas mélancolique, tu peux être un artiste. Parce que souvenez-vous que je vous ai parlé du sanguin. Le sanguin est porté sur ce qui est beau. Mais le mélancolique, il a ce qu'il faut pour être un grand artiste. Le mélancolique est fidèle. C'est un très bon ami. C'est un ami très fidèle. Mais le mélancolique aussi est quelqu'un qui aime critiquer. Il critique beaucoup. Il critique beaucoup, ça veut dire quoi? Mais ça là, pourquoi tu as fait ça comme ça? Mais tu aurais dû faire comme ça. Donc si ton mari à la maison, il te dit, mais pourquoi la sauce là aujourd'hui, c'est comme ça? Pourquoi c'est pas comme ça? Regarde un peu. Ça doit être un mélancolique. Parce que nous les sanguins, nourriture c'est nourriture. Tout ce que tu mets devant nous, comme on aime manger, on mange. Mais pas les mélancoliques. Il est très, ça dit, il est à l'affût des détails. Le riz, j'aime quand le riz est sec. Je n'aime pas le riz qui est tombé dans l'eau. Ton riz là, il a failli tomber dans l'eau, hein. Mais ça, c'est le mélancolique. La sauce là, moi, j'aime pas le poisson carpe. J'aime seulement la dorade. Le mélancolique est minutieux. Il aime des choses. Oh là là. Si tu n'as pas de patience, tu auras du mal avec les personnes qui sont mélancoliques. Le mélancolique a un fort esprit d'analyse. En général, si ton enfant, ton mari ou ta femme, ils aiment bien tout ce qui est scientifique, tout ce qui est mathématique, ça, c'est les mélancoliques. Parce qu'ils ont un esprit très, 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 très logique. Le problème ou l'avantage du mélancolique, c'est qu'il aime être fortement aimé par les autres. Il aime qu'on l'aime, le mélancolique. Il veut qu'on l'aime. Donc, il a tendance à faire des choses pour qu'on l'apprécie. Il a tendance à faire des choses pour qu'on l'aime. Tandis que le sanguin, lui, s'en fout un peu.
Lui, le sanguin s'en fout parce que le sanguin, lui, il aime déjà. Le sanguin, lui, c'est le genre de personne, quand il te voit directement, il t'aime déjà. Le sanguin aime d'abord. Quand il t'aime, après, maintenant, il va analyser pour voir si vraiment tu es digne de son amour. Et puis, s'il trouve que tu n'es pas digne, là, il se retire. Là, il se retire très vite. Comme il est venu, c'est comme ça, il va repartir. Mais le mélancolique, il prend du temps à aimer. Il va t'observer, il va te regarder, il va te juger, il va te critiquer. Et puis, un jour, il va finir par t'aimer. Amen. Le mélancolique, c'est celui qui peut se sacrifier pour sa femme ou se sacrifier pour son mari. Une personne mélancolique est une personne fiable. On peut compter sur un mélancolique. On peut compter sur lui. Le sanguin, tu peux compter sur lui s'il a envie de faire. S'il n'a pas envie de faire, mon cher, tu ne peux pas compter sur lui. Mais le mélancolique, tu peux toujours compter sur lui. Donc, si tu as un mari, tu vois que mon mari, ma femme, mon fiancé, ma fiancée, vraiment, c'est quelqu'un, vraiment, quand il dit quelque chose, vraiment, tu sens qu'il a de la peine facilement pour les autres et puis il va vraiment tout faire pour te rendre heureux. C'est un mélancolique, c'est une bonne chose. Le mélancolique est loyal. Il est ordonné, il est propre. Le mélancolique, par contre, est celui, si tu as rencontré, vous êtes dans les lieux, vous n'êtes pas encore fiancé, un monsieur mélancolique ou une femme mélancolique, avant de décider de se marier là. C'est pas comme le sanguin, hein? C'est le sanguin qui va voir quelqu'un qui va dire, oh non, celui-là, oh celle-là, c'est la femme de ma vie, ça c'est l'homme de ma vie. Le mélancolique, c'est pas comme ça. Le mélancolique va prendre son temps. Il va t'analyser. Il va te tester. Il va te regarder. Il va prendre son temps pour se décider à se marier. Amen. Le problème majeur du mélancolique, comme son nom l'indique, c'est qu'il a tendance à être déprimé. Le mélancolique se déprime facilement. Il déprime facilement. Il est anxieux facilement. Il est dépressif facilement. C'est-à-dire, il peut avoir des moments où il devient très triste comme ça, tu ne sais pas pourquoi. Ses pensées le rongent. C'est pourquoi je vous ai dit que les mélancoliques et les sanguins vont ensemble, parce que le sanguin, il est toujours joyeux. Moi, quand je me réveille le matin, je suis toujours contente. Je suis contente du matin au soir. Je ris, je rigole, je suis bien, je mange, voilà, je fais mes trucs, j'ai pas de problème. Le mélancolique va se réveiller le matin, tu lui dis, bonjour, ça va? Il vient de se réveiller. Ouais, ça va un peu. Même pour te répondre, même c'est difficile. Parce que c'est pas quelqu'un de très joyeux de nature, mais c'est une bonne personne. Mais il n'est pas joyeux de nature, il n'est pas quelqu'un d'expressif. D'accord? Donc, quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir que, par exemple, je peux donner un exemple. Si on reste dans la famille de Moïse, vous allez voir la sœur de Moïse, la prophétesse là, comment elle s'appelle encore? Mariam. Elle a critiqué la femme c'est une personne fiable, c'est une personne intelligente. Elle a sauvé son frère. C'est elle qui a sauvé son frère. Elle a même, c'est-à-dire on lui a dit d'aller, voilà. Mais elle a pris son frère, elle est réfléchie, elle est posée, elle prend son frère alors qu'elle-même elle est une enfant. Elle prend son frère et puis elle s'en va le déposer sur l'eau. Et maintenant, quand elle le dépose sur l'eau, elle-même elle suit. Elle suit son frère. Et quand elle suit son frère, elle se rend compte que l'eau est en train de dévier vers la princesse. Donc elle va se présenter à la princesse pour dire, ah, mais princesse, si vous cherchez une nourrice là, je connais quelqu'un qui peut allaiter. Elle va chercher sa propre mère qui va venir allaiter son propre frère. Ça, c'est le mélancolique. Il est intelligent. Il est intuitif. Et le mélancolique aime les choses divines. Tout ce qui est spirituel, c'est des gens qui aiment la spiritualité. Donc, elle a suivi son frère. Elle a sauvé la vie de son frère. Mais quand son frère décide de prendre une deuxième femme, après, elle commence à critiquer. Mais pourquoi il a pris une deuxième femme? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc, quand vous regardez un petit peu, vous allez voir que elle a tendance, on ne parle pas beaucoup d'elle, mais moi, je la classerais comme une personne mélancolique parce qu'elle se met à critiquer. Alors que, dans le fond, c'est la femme de ton frère, c'est pas ta femme. Donc, c'est quoi ton problème? Mêle-toi de ce qui te regarde. Mais les mélancoliques ont du mal à se mêler de ce qui les regarde. C'est-à-dire que c'est des gens, pour eux, on doit tout faire. Tout doit être fait de façon, voilà, minutieuse. On doit respecter certaines règles. Il y a des règles même, on ne sait pas où ils les ont trouvées. Ils inventent leurs propres règles.
Et puis, tout le monde doit marcher selon ces règles qu'eux-mêmes ils ont inventées. Ça, c'est les mélancoliques. Amen. On va parler maintenant des personnes colériques. Moi, je vous ai dit, au grand jamais, je me mets en amitié avec des colériques. Parce que je suis une femme sanguine. Donc, deux personnes à sang chaud ne peuvent pas s'entendre. Donc, je ne me mets pas en amitié avec eux. Je ne me mets pas en amour avec eux. Parce que les colériques, c'est des personnes... En tout cas, si tu es, les colériques peuvent aller avec les mélancoliques parce que les mélancoliques peuvent vivre avec tout le monde. Ils peuvent aller avec les flegmatiques. Je vous explique. Le colérique, c'est celui qui va atteindre dans la vie sociale, la vie professionnelle. Le colérique pourra être un grand directeur général. Tu vois, une personne qui va être, par exemple, directeur, je ne sais pas moi, à l'ONU. Parce que ce sont des gens, quand ils se sont fixés un objectif, ils vont tout faire pour l'atteindre. Et le colérique ne se soucie pas des émotions, des envies de qui que ce soit. Le colérique, ce qui compte pour lui, c'est sa propre réussite. C'est sa propre réussite. C'est une force. C'est aussi une faiblesse. Le colérique n'a pas besoin de savoir si ce que tu veux... Quand il te dit de faire quelque chose, il veut que tu le fasses. Il ne veut pas négocier avec toi. Il te dit, fais ça, tu dois le faire. Donc, vous comprenez que si vous êtes marié avec quelqu'un, vous êtes fiancé avec quelqu'un qui n'aime pas que vous fassiez autre chose que ce qu'il vous a dit, c'est une personne colérique. Tu es sanguine, tu fuis. Le colérique a un tempérament bouillant. Il est vif, actif, pragmatique et volontaire. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Si le colérique dit, moi, je serai une personne milliardaire, je serai riche, le colérique a tout en lui comme force pour atteindre cela. Il a tout en lui. Il se suffit à lui-même. Le colérique s'en fout de quelqu'un. Il est très indépendant. Il est opiniâtre. Il a une opinion, c'est ça qui compte. Vous tous là, tout ce que vous dites là, ça ne m'intéresse pas. Il prend facilement des décisions pour lui-même. Il prend aussi facilement les décisions pour les autres. Donc, on a souvent dans nos entourages des papas colériques ou bien des tontons colériques. Ça dit qu'on ne te demande pas ton avis, tu arrives, la personne a pris les décisions et il n'y a pas de discussion. On ne peut pas négocier avec un père colérique. On ne peut pas négocier avec une mère colérique. Les colériques ont ce besoin permanent de prendre les choses en main. Ils veulent être au devant de tout. Les colériques, c'est des chefs. Ils veulent être le chef partout où ils sont. Amen. Il est très extroverti, mais pas à l'extrême, pas comme le sanguin. Le colérique aime beaucoup le sport. Il aime beaucoup les activités physiques. Tout le monde peut aimer, mais le colérique a besoin de se défouler constamment. Le colérique n'a pas besoin d'être stimulé par son environnement. C'est-à-dire, il n'a pas besoin que tu viennes l'encourager. Il est un peu comme le sanguin, comme je vous ai dit. En tant que sanguin, moi, je n'ai pas besoin d'encouragement. Je n'ai pas ce besoin-là parce que je m'encourage moi-même. Mais le colérique, c'est un autre niveau. C'est-à-dire que le colérique est centré sur lui-même, d'ailleurs. Donc, tout ce que vous faites là, lui, ça ne l'atteint même pas parce qu'il est dans sa propre course avec lui-même. Il est dans sa propre course avec lui-même. Le colérique a besoin d'une femme soumise, entièrement soumise. Une femme qui dit oui à tous ses besoins et à tous ses désirs. Tu n'es pas une femme comme ça, parce qu'il y a des femmes comme ça existe. Il y a des femmes comme ça, Dieu t'a créé comme ça, parce que Dieu sait que l'homme qui va aller avec toi, c'est un colérique. Donc, ce sont des femmes, elles n'arrivent pas à dire non. Elles disent oui, tout c'est oui. Oui papa, oui mon chéri, oui mon amour. Tu peux prendre un mari colérique, parce que lui, il va aller loin, il va te demander souvent de rester à la maison, parce que de toute façon, il n'a pas besoin que tu travailles. Parce que lui-même là, tout ce dont tu as besoin, il va aller tout chercher, il va t'emmener ça. Le colérique n'a pas besoin que sa femme travaille, que sa femme soit une femme battante. Il n'aime pas les femmes battantes. Le colérique même, c'est-à-dire que quand il voit une femme même qui est battante, comme nous les sanguines là, tu l'énerves en même temps. Donc si toi, tu es une femme sanguine, ton ami, ta meilleure amie,
est une femme qui dit toujours oui à son mari et que son mari est un colérique, quand il va te voir, il ne va pas accepter que vous soyez amis. Parce que toi, tu es une femme qui aime aller chercher ton père, qui est battante, et il va dire non, 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 cette femme-là, je ne l'aime pas. Tu ne vas pas comprendre pourquoi il n'aime pas cette fille. Il ne l'aime pas parce que lui, il a besoin d'une femme qui est soumise. Et toi, pour toi, tu dois rester toujours sous sa soumission. Tu ne dois pas chercher à travailler, tu ne dois pas chercher à t'émanciper, tu ne dois pas chercher à avoir un poste, voilà, un poste quelque part là. Non. Non, pas du tout. Ah oui, le colérique, c'est quelque chose. Le colérique est tenace. Si d'autres ont échoué quelque part, quand le colérique arrive, il réussit. Le colérique, c'est un leader né. Il est né comme ça. C'est-à-dire, lui-même, depuis les petits, il veut dominer sur tout le monde. Il n'est pas le plus grand dans la famille, mais il est le chef de la famille. C'est-à-dire que lui, là, il est le chef. Il est le chef. Depuis qu'il est tout petit, il est le chef. Il aime quand les gens sont utiles et productifs. Quand tu ne peux pas être ami à un colérique et tu n'apportes rien dans sa vie. Les amitiés inutiles là, de bavardage, de je ne sais quoi, le colérique ne se met pas dedans. Donc en tant que sa femme, tu lui es utile parce que tu fais la cuisine pour lui, tu t'occupes de sa maison, mais tu dois rester à la maison. Ok? Mais un ami qui n'est pas utile, qui l'appelle pour lui parler du beau temps, vraiment vous ne serez pas amis longtemps. Quand tu vas l'appeler, il ne va pas décrocher. Parce que tu ne lui sers à rien. Donc, il n'a pas besoin de toi. Le colérique ne s'embête pas avec les gens inutiles pour lui. Il est très ouvert et très honnête. Le colérique va te dire ses vérités en face. Donc, je vous ai dit que lui, plus le sanguin, il va s'entendre. Parce que le colérique va dire pour lui, le sanguin aussi va dire pour lui. Tu m'envoies 1, je t'envoie 5. Tu m'envoies 5, je t'envoie 10. C'est comme ça. Donc, sanguin et colérique ne peuvent pas s'entendre. Au niveau des finances, c'est quelqu'un qui réussit financièrement rapidement. La vie spirituelle, les colériques aiment bien être des pasteurs. Ils aiment bien être parce qu'il doit être au sommet. Donc le colérique, il ne faut pas venir le mettre, même s'il a commencé déjà, il va chercher à lui-même faire son église, il va chercher lui-même, parce qu'il doit être en haut, il ne doit pas être en bas. Il ne veut pas, il n'y a personne, quel que ce soit, personne ne doit être au-dessus du colérique. Sauf Dieu. Alors, le colérique manifeste très peu d'émotions. Il ne manifeste pas beaucoup d'émotions. Il n'est pas quelqu'un d'émotif. Ce n'est pas quelqu'un de romantique. Ce n'est pas aussi quelqu'un... C'est-à-dire qu'il est là même, tu ne sais pas s'il t'aime, tu ne sais pas s'il ne t'aime pas, tu es là, tu ne sais pas, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que on ne sait pas. C'est-à-dire que c'est quel genre d'individu sans émotion. Quand vous regardez, par exemple, je vais vous donner le nom de quelqu'un qui pour moi pourrait être un bon exemple de colérique. Margaret Thatcher, Angela Merkel. Ces femmes-là, c'est des femmes où quand tu les vois, tu ne vois aucune émotion. C'est-à-dire que c'est des gens, ils sont là, ils peuvent être là, et puis on ne sait pas s'il est content, s'il est fâché, s'il veut rire, s'il ne veut pas rire. Ce que tu as dit là, ça fait rire, ça ne fait pas rire. Non, vraiment, on ne sait rien. Colérique. Hein? Que Dieu me préserve des colériques. Yeah! Que Dieu me garde. Le colérique, tellement qu'il est nerveux et colérique, il a tendance à faire certaines maladies comme les ulcères, l'hypertension. Il faut te calmer, le colérique. Les colériques sont très sarcastiques. Ils vont te faire des blagues là pour te piquer. C'est-à-dire c'est sa façon de te dire aussi que oui, c'est comme si je te fais une blague, mais il va te dire sa vérité. Le colérique, sur son passage, il va laisser des gens traumatisés. C'est-à-dire que tellement qu'il va te pousser, tellement qu'il va te marcher dessus, il te crée des traumatismes. Un peu comme Hitler. C'est-à-dire que vraiment Hitler, c'est la caricature parfaite. C'est-à-dire il te laisse des traumatismes. C'est-à-dire tu es traumatisé. Toi-même, tu ne reviens pas. Tu es là, tu dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ok? Le colérique,
il est seulement affectueux quand il est dans l'intimité. S'il a eu sa femme, il peut montrer quelques émotions, sinon, basta. Il est fier de ce qu'il accomplit. Il est fier de ce qu'il accomplit. Amen. Donc, vous voyez, je viens de parler de 3 tempéraments. Je viens de parler du sanguin, en premier lieu, du mélancolique, et j'ai parlé du colérique. Tu vas te retrouver dans... Peut-être qu'il y a un tempérament qui est plus fort chez toi, mais il y a peut-être des choses où tu ne te retrouves pas forcément. D'accord? Mais l'essentiel, c'est que tu comprennes l'idée de ces tempéraments-là. D'accord? Et que tu achètes aussi des livres qui parlent de ça, parce qu'il y en a plein. Tu peux regarder aussi des vidéos sur YouTube qui parlent de ça, parce que c'est très important pour toi. Donc là, on va parler des flegmatiques. Les flegmatiques. Les flegmatiques, c'est la personne... Vous voyez, il y a des personnes là, quand ils arrivent quelque part, c'est comme la paix. C'est comme, je sais pas, ils t'apaisent quoi. Moi, j'ai mon frère qui est flegmatique. Mon dernier frère, le plus jeune de la famille, c'est un flegmatique. Les flegmatiques, en général, ils ont des problèmes de poids. Quand tu vas le voir physiquement, il a des problèmes de poids. Il est un peu gros. Parce que c'est quelqu'un, la lymphe, pour nous qui sommes des massothérapeutes, qui sommes des esthéticiennes, leur lymphe, c'est-à-dire la lymphe, le liquide là, qui est parallèle au sang, ne circule pas bien. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sport, de beaucoup se mouvoir. Parce qu'il a tendance à emmagasiner de la graisse. Donc, tu vas voir souvent les gens qui sont un peu en forme, un peu gros, un peu en surpoids. Ils ont tendance à être des flegmatiques. Ils peuvent aussi être des sanguins. Ils peuvent aussi être des sanguins, mais le sanguin ne prend pas trop de poids en général. Il prend juste un petit peu. Donc, tu vas le reconnaître comme ça. C'est quelqu'un qui aime vraiment manger. C'est quelqu'un, quand il est avec vous, en tout cas, c'est la paix. Mais il ne faut pas le chercher. Attention. Attention. Le flegmatique, tout le monde s'entend avec lui. Tout le monde aime le flegmatique. Comme je vous parlais de mon petit frère, le dernier de la famille, on s'entend, tout le monde s'entend avec lui. Tout le monde l'aime. Il a cette facilité à séduire les gens, sans faire grand-chose. Il est toujours égal à lui-même. C'est-à-dire que tu regardes le flegmatique. Moi, depuis que je connais mon frère, peut-être qu'on s'est fâché, peut-être... Lui, il a peut-être 35, 36 ans. Peut-être 2 fois. Peut-être 2 fois qu'on s'est chicané parce qu'on a fait des histoires, peut-être pour d'autres choses et tout ça. Parce que c'est quelqu'un qui ont une humeur constante. Il n'y a pas les variations du sanguin, il n'y a pas les variations du colérique. Il est un peu comme le mélancolique dans ce sens-là où il est constant. Il n'est jamais fâché, il n'est jamais content, il est très calme. Il aime les belles choses. Il peut faire rire les gens sans rien faire. C'est-à-dire qu'il est au milieu de vous, comme mon frère, et puis il va te raconter quelque chose, il est très sérieux, il te raconte, mais vous êtes mort, vous êtes à terre, et lui, il ne rit pas, il est là, il vous raconte quelque chose, il est très drôle en fait, c'est vraiment quelqu'un de bon, on vit bien avec eux, Il a beaucoup de mémoire et il sait imiter les gens comme pas possible. Mais le flegmatique, il va, tu vis ta situation, il ne va pas se moquer, il va te soutenir et tout ça. Maintenant, quand c'est fini là, il va te récupérer, il va se moquer de toi. Il va dire, quand tu faisais ça, là, regarde comment tu faisais. Tu faisais comme ça, et il se moque. Il est vraiment, c'est quelqu'un de très, très, très gentil. Les flegmatiques, ce que moi, je leur reproche un peu, ce qu'on dit d'eux, les flegmatiques ne se soucient pas beaucoup des gens. Ce n'est pas des gens qui vont trop faire attention. C'est-à-dire, bien qu'ils soient faciles à vivre, ils ne se mêlent pas de la vie des autres. Et donc, ils ne veulent pas qu'on se mêle de leur vie. Mais en même temps, ce n'est pas quelqu'un qui va faire forcément attention à toi. C'est-à-dire, le flegmatique, ce n'est pas l'ami que tu vas dire, qui va t'appeler chaque 2 minutes, pour dire, hey, mon ami, c'est comment ça va, tout va bien chez toi et tout. Non. Compte pas sur le flegmatique pour faire ça. Parce qu'il aime bien être seul dans ses rêveries, dans ses pensées. Ce n'est pas quelqu'un qui aime trop bouger. C'est quelqu'un qui a un peu de mal à se mouvoir, un peu lourd, un peu gros, un peu, voilà. Donc, il n'est pas très agité. Ce n'est pas quelqu'un d'agité. Mais si tu le pousses, si tu le motives bien, c'est quelqu'un qui peut vraiment décoller.
Le phlegmatique ne cherche pas à être un leader, mais il est capable d'être un très bon leader. Quand tu regardes un peu la vie de Gédéon, tu vois, Gédéon, il a fallu que... Dieu sait comment travailler avec nous. Hein. Dieu savait que Gédéon, c'est un phlegmatique. C'est quelqu'un qui pouvait faire des choses, mais qui ne voulait pas faire. C'est-à-dire qu'il se dit, oui, c'est vrai, Madian nous, hein, mais il ne faisait rien. Il ne faisait pas grand-chose. Et Dieu a dû envoyer des anges pour un ange pour lui dire, lève-toi, vaillant guerrier. Donc Dieu a dû lui dire, donc les phlegmatiques, c'est comme ça. Donc ton mari est phlegmatique, ta femme est phlegmatique. Il ne faut pas être étonné quand ta femme est là et puis elle prend du poids à la maison. Elle est là, elle grossit seulement. Et puis tout le monde va dire, mais pourquoi elle grossit? Non, c'est une phlegmatique. Elle grossit seulement, c'est-à-dire elle grossit facilement. Et puis elle n'a pas envie, c'est-à-dire tu peux lui dire, mon chéri, qu'est-ce que tu veux faire? Et elle va te dire, donne-moi un peu d'argent, je vais faire un commerce. Elle commence le commerce, elle ne tient pas dedans. Aujourd'hui, elle va, demain, elle ne va pas. Les phlegmatiques sont un peu paresseux. Ils sont un peu paresseux. Ils ont du mal à se lever, ils ont du mal à se bouger. Vraiment, il faut quelqu'un derrière eux pour les taper un peu, vraiment pour les motiver. Donc, tu as une femme phlegmatique, ne lui confie pas tes finances. Ne lui confie pas les finances de la femme parce qu'elle ne va pas faire grand-chose. Elle ne peut pas. Tu as un mari phlegmatique, il ne faut pas penser qu'il va aller chercher l'argent de la maison comme ça et puis ramener. Non, 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 non. Non. Mais ce sont des gens qui aiment la paix. C'est pas, il manque on dit qu'il manque un peu de dynamisme, d'ambition. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas totalement vrai. Mais c'est parce qu'ils sont très léthargiques, un peu paresseux. Les phlegmatiques, ils n'aiment pas dépenser son argent. Ils ne sont pas très généreux. Mais s'il s'agit de sa voiture, de ses vêtements, à ça, le phlegmatique, il dépense. Ah oui, 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 oui. Le phlegmatique dépense pour lui. Le phlegmatique est quelqu'un de très égoïste. Ça, je vous dis ça. J'en connais beaucoup. Et ce qui les caractérise, ils sont très égoïstes. Très, très, très égoïstes. C'est des personnes aussi très têtues, mais très diplomates. Le phlegmatique sait parler aux gens. C'est-à-dire, il va arriver, il y a une situation de conflit. Par exemple, un sanguin, pour les gens qui sont en conflit, il faut un phlegmatique pour les calmer. Ou un mélancolique. Parce que lui va arriver, il va dire non. Il va savoir parler tout doucement. Il va savoir prendre un de côté, négocier avec lui. Prendre l'autre de côté, négocier avec lui. Vraiment, ce sont des agents de paix, en fait. Et puis là, maintenant, il va calmer les choses. Ne venez pas prendre un sanguin bien colérique pour régler vos palabres. Parce que vous êtes dans les couples, là, vous êtes dans les foyers, vous aimez aller chercher les gens pour venir régler vos problèmes. Réglez ça à deux. Parce que si vous vous trompez de tempérament, il va venir gâter votre foyer. Tu prends une sanguine, ou bien tu prends une colérique pour venir parler dans ton foyer. Tu as foutu. Parce que le colérique, il va t'appuyer, il va te dire, mais elle aussi, mais c'est pas possible. Mais une femme doit rester à la maison et faire la cuisine pour son mari, mais alors que c'est même pas ça votre problème. Tu vas aller prendre, je ne sais pas moi, une sanguine. Elle va dire, mais une femme doit être indépendante. Une femme doit savoir chercher son argent. Donc, alors que ce n'est pas ça votre problème. Faites attention. Ne prenez pas n'importe qui pour régler vos problèmes de couple, s'il vous plaît. Bon. Donc, les phlegmatiques vont remettre les choses à plus tard. Voilà, ils sont un peu paresseux. Au niveau de la communication, on dit que les phlegmatiques, dès qu'ils s'asseyent, ils commencent à dormir. C'est des gens qui aiment beaucoup dormir. C'est des gens, ils ont besoin de leur sieste, ils ont besoin de se reposer, ils ont besoin de repos. Ce n'est pas des gens qui vont faire des sorties de famille. Vous voyez, par exemple, moi, en tant que femme sanguine, comme je ne peux pas rester assise longtemps quelque part, je suis toujours en train d'organiser des sorties. Le mari mélancolique ou la femme mélancolique, lui, n'organise jamais rien. C'est-à-dire, si tu es le mélancolique, tu es dans un foyer, puis souvent tu es là et puis tu dis, yeah, foyer là, on s'ennuie ici, oh. Ça veut dire que c'est un mélancolique. Le mélancolique, on s'ennuie beaucoup avec lui. Donc, il a besoin de sanguin pour l'aider un peu à stimuler sa vie. Vous comprenez? On s'ennuie avec le mélancolique. On s'ennuie vraiment. Donc, il faut vraiment stimuler. Maintenant, le phlegmatique aussi. Lui aussi, vraiment, c'est quelqu'un avec qui aussi on s'ennuie facilement.
Donc, la sanguine, la femme sanguine ou bien la femme colérique, c'est elle qui va le stimuler pour que vraiment on puisse organiser des sorties de famille, des petites, voilà, des voyages, des affaires comme ça. OK? Donc là, j'ai résumé un petit peu. Voilà, j'ai résumé un peu les quatre tempéraments. Premier tempérament, le sanguin. Deuxième, le mélancolique. Troisième, le colérique. Quatrième, le flegmatique. Important pour vous, avant de vous engager, de savoir à qui vous avez affaire. Le rôle de la femme ou de l'homme ne se détermine par rapport à tes besoins à toi. Comme j'ai dit au début, c'est pas tous les hommes qui ont besoin de la meilleure cuisinière au monde. Il y a des hommes, la cuisine, c'est pas son problème. Lui, c'est un homme qui a besoin d'une femme qui est belle. Vous savez, il y a des hommes, par exemple un politicien ou un pasteur, ils aiment les belles femmes. C'est-à-dire qu'ils aiment vraiment les femmes qui sont belles, qui sont élégantes, qui présentent des... Parce qu'eux, ils sont toujours amenés à être dehors avec leurs épouses. Donc, sa priorité, ce n'est pas la grande cuisinière. Il y a des hommes, par exemple, lui, c'est la nourriture. Donc, sa priorité, c'est une femme qui cuisine. Ça, c'est ce que je vous avais dit au départ. Donc, c'est selon tes besoins. Parce qu'il y a des cultures, par exemple, où un homme ne cuisine pas. Mais il y a des cultures où les hommes cuisinent. Par exemple, si vous allez vous venez au Québec, les hommes cuisinent très bien. Les femmes aussi cuisinent. Et il y a beaucoup de femmes, même moi, dans mon cercle, autour de moi, la plupart des femmes même ne cuisinent pas. Elles te disent, oh, c'est mon mari qui cuisine. C'est leur valeur. Vous allez dans un pays comme le Ghana, vous allez trouver que les hommes même cuisinent, les femmes cuisinent. Vous allez voir dans les pays, chez nous en Côte d'Ivoire par exemple, chez les Akans, il y a certains peuples Akans, comme les Adjoukrou, par exemple, les hommes cuisinent. Ils cuisinent très bien. Mais vous allez aller à l'ouest de la Côte d'Ivoire ou au nord de la Côte d'Ivoire, un homme ne rentre pas dans la cuisine. Donc c'est selon ton aspiration que tu vas choisir ton conjoint ou ta conjointe. Dieu ne nous a pas écrit dans la Bible que c'est forcément la femme qui doit cuisiner. Si une femme sait cuisiner, c'est tant mieux pour elle, c'est tant mieux pour sa famille, c'est tant mieux pour ses enfants. Si c'est ce qui est important pour toi en tant qu'homme, dis-le lui. Inscris-la à des cours de cuisine. Ou fais toi-même la liste de ce que tu veux manger et puis qu'elle apprenne à le faire. Mais ne vous embêtez pas pour des choses comme ça, elles sont futiles. Ce qui est important dans la vie de couple, c'est la spiritualité et c'est de pouvoir communiquer. Voici les choses qui sont importantes. Que Jésus soit la troisième corde qui vient tisser votre union. Que Jésus soit le socle de votre union. Dieu a travaillé avec tous les tempéraments dans la parole de Dieu. Dieu a travaillé avec tous les tempéraments. Il a travaillé avec des colériques comme Moïse. Il a travaillé avec des mélancoliques. Il a travaillé avec des flegmatiques. Il a travaillé avec des sanguins. Vous regardez Saül. Saül est un sanguin. Le roi Saül. C'est un sanguin très impulsif. Amen. Vous regardez certains prophètes, comme Jérémie, c'est un prophète mélancolique. Passait son temps à se plaindre et à critiquer tout le monde. Vous regardez Job. Job est un mélancolique. Amen. Que Dieu vous bénisse.